Bienvenue à notre présentation Mixed Interaction Critical Infrastructure Honeypot. Je m'appelle Marc-Olivier Pral. Je suis Alexandre Caville. Je suis Edwin Bourget. Et Win Canet. Et nous avons aussi deux autres auteurs qui sont pas avec nous aujourd'hui. À la chaire CyberCNI, on fait la cybersécurité pour les infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce seront toutes les choses autour de nous avec les systèmes distribués qui le contrôlent, comme le réseau d'eau, le réseau d'électricité, la communication, information technology, la production sur l'industrie du futur, le transport, le système financier et beaucoup plus de choses. Les caractéristiques pour ces choses-là, ils sont tous connectés à l'Internet. Et c'est bon parce qu'il y a des gens comme vous et moi, mais il y a aussi les attaquants. Et les attaquants, ils attaquent les infrastructures critiques. Le problème est ce que nous ne savons pas comment ils vont faire ça. C'est ce que nous voulions bien étudier avec ce que nous vous présentons aujourd'hui. À part de ça, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'installer les systèmes les plus sécurisés comme possible avec Security by Design. Nous faisons Anomaly Detection, c'est quelque chose qu'on va présenter aujourd'hui. Et nous essayons aussi de faire quelque chose contre les attaques. Et ce que nous présentons aujourd'hui va nous aider de faire ça et va nous permettre aussi de tester un peu les systèmes que nous développons. Pour ça, nous utilisons différentes choses informatiques. À la chaire, on fait beaucoup avec l'expérimentation parce qu'on veut voir ce qui se passe avec les systèmes. Et sur ces expériments-là, ce qui est important pour nous, c'est de regarder ce qui se passe. Sur ces systèmes-là, on fait un replay des attaques et on fait une simulation des attaques. Mais ce que nous voulions bien faire, c'est de voir les vraies attaques. C'est en général possible s'il y a les attaquants qui viennent sur notre infrastructure. Et ce que nous présentons aujourd'hui va permettre ça. Nous voulions bien prendre notre field devices, notre installations réelles. Ils sont contrôlés par des automates industriels, les PLC, comme dans les vraies usines. Ils sont juste miniaturisés, ce que vous voyez là. On a aussi une CyberRange de Airbus et ça nous permet de faire virtualisation d'exactement les choses qu'on voit à la gauche. Tout ça est connecté par un réseau avec un physical réseau à la gauche et un réseau virtualisé à la droite. En top de ça, on a les SCADA, donc les processus qui gèrent les PLC, qui gèrent ce qui se passe sur la production, par exemple. Et ça, c'est énormément virtualisé, donc ça, c'est dans les serveurs. Et ce qu'on veut faire maintenant pour attraper les attaques, on veut connecter cette infrastructure-là à l'Internet pour que les attaquants ils peuvent venir et faire les attaques. Et quand ils font, nous voulions bien faire le monitoring et voir ce qui se passe. Pour faire ça, il faut prendre les mesures pour faire les observations. C'est ce qu'on a à la droite. Là, on a les bases de données où on va mettre les informations qu'on a collectées et on a les points pour regarder ce qui se passe. Après, on aura beaucoup d'informations. Comme ça, il faut avoir la visualisation pour avoir un accès plus intuitif au système. Et il faut qu'on gère le testbed parce qu'on veut bien avoir un système où on peut faire différentes expérimentations à différents temps et même au même temps avec une partie faisant un expériment comme ça, une autre un setup comme ça qui peut attraper différentes attaques en même temps. Ce qu'on va faire dans la présentation, on va vous montrer les différentes parties et on commence avec Edwin. Merci Marc-Olivier. Donc moi je vais vous parler surtout des défis rencontrés par la conception et le déploiement d'un tel honeypot cyberphysique. Tout d'abord, c'est la partie droite du slide, c'est un honeypot, donc on hérite des problèmes rencontrés par les honeypots traditionnellement, c'est-à-dire faire en sorte que l'attaquant ne se rende pas compte qu'il est dans un honeypot. Donc, sachant qu'on n'émule pas les différents services, mais qu'on va les déployer physiquement ou bien les virtualiser, on va déjà éviter pas mal de soucis.
mais il faut toujours s'assurer, par exemple, qu'on ne va pas générer d'incohérence au niveau de l'adresse MAC, c'est-à-dire d'avoir un équipement Cisco avec une adresse MAC qui n'est pas celle d'un équipement Cisco. Un point important de notre plateforme, c'est qu'elle doit être reconfigurable. Pourquoi? Parce qu'elle sert à détecter des attaques et deux chercheurs qui veulent utiliser la plateforme ne vont pas forcément vouloir se concentrer sur les mêmes attaques et donc vont vouloir mettre la plateforme dans deux configurations différentes. Pour ce qui est de la partie virtualisée, on va utiliser la cyberrange dont Ewin va vous parler juste après, et donc on va pouvoir récupérer pas mal des capacités de la cyberrange. Par contre, pour la partie physique, il faut aussi définir des processus de reconfiguration. Et enfin, un honeypot, ça sert à analyser de la donnée, enfin à récupérer de la donnée pardon, pour l'analyser plus tard. Donc il faut pouvoir acquérir ces informations et les bonnes informations, sachant que typiquement, ça va être le SCADA qui va servir à l'acquisition des données OT. Sauf que le SCADA est dans la plateforme et donc potentiellement peut se faire compromettre par l'attaquant. Donc les données qui sont dedans ne sont pas, on ne peut pas leur faire confiance. Donc il s'agit de définir un autre réseau d'acquisition des données. Donc sur la slide suivante, je vous présente un peu plus rentre dans le détail de ces défis et quelques pistes de solutions. Tout d'abord pour la reconfiguration, pour tout ce qui est cyberrange, partie virtualisée, pas se concentrer dessus, c'est hériter de la cyberrange. Par contre, tout ce qui va être le processus industriel, là, ben, si on veut avoir deux processus industriels, il faut avoir deux programmes différents pour les automates. Et donc, soit on a à la main sur la chaîne de compilation, ou alors on est capable de la rétro-ingénierer, et dans ce cas-là, on peut reprogrammer les automates à la volée, soit on n'est pas capable, et dans ce cas-là, il faut avoir plusieurs automates avec plusieurs programmes différents, et faire le basculement entre les différents automates au niveau des switches. Donc ça impose plus d'automates et plus d'interfaces au niveau des switches. Il faut aussi du coup définir un langage pour reprogrammer, pour que les chercheurs puissent décrire la configuration qu'ils désirent et également définir les processus pour traduire cette configuration ce langage en la configuration des automates et des équipements. Deuxième point important, donc c'est l'acquisition des données. Donc, comme je disais, on ne peut pas se fier aux données qui sont présentes au niveau du SCADA, à l'intérieur du honeypot. Donc, il faut avoir un deuxième... en fait, on va intercepter les signaux entre les automates et les différents capteurs et actionneurs pour les enregistrer. Et pour ce qui est de la partie virtualisée, c'est-à-dire l'analyse des logs réseau, ce genre de choses, il faut avoir un autre réseau inaccessible de l'attaquant pour pouvoir monitorer tout ça. Donc voilà pour quelques défis importants et des solutions. Et maintenant, c'est Ewin qui va vous parler plus en détail de la plateforme cyberrange. Merci Edwin. Du coup, la cyberrange aujourd'hui, pour le projet, en fait, à quoi elle va servir? Du coup, comme ce que disait Edwin, elle va permettre de répondre à quelques problématiques. Donc, la problématique, par exemple, donc s'il y a différents chercheurs, ils vont pouvoir travailler sur des environnements isolés. On va pouvoir aussi, tout à l'heure tu parlais de la partie réseau et donc de pouvoir superviser ou en tout cas mirrorer la partie réseau. Donc ça, on va pouvoir le faire. Donc de toute façon, on se base sur des technologies éprouvées comme VMware et Docker. Du coup, on va pouvoir se baser sur les virtual networks de VMware. Après, même si on a des work zones qui sont isolées, on peut les reconnecter et ça peut être fait de manière on peut travailler sur la cyberrange de manière collaborative. Après, on va pouvoir déployer des actions ou des scénarios justement pour tester, tu disais, les différentes configurations. Donc, on va pouvoir le faire. Sachant qu'aujourd'hui, la cyberrange, elle permet de virtualiser la partie IT et la partie OT. Après, on va pouvoir, donc cette virtualisation, soit on va avoir la partie émulation ou simulation, tout dépend du logiciel ou en tout cas de ce qu'on va pouvoir virtualiser. Donc, dans le modèle industriel, on va pouvoir virtualiser. Donc, j'ai mis en dessous les différentes couches. La couche 4, 5, donc qui correspond à l'IT. La couche 3 aussi, donc c'est plus la partie historiane MES. La partie 2, c'est la partie supervision, HMI. La partie 1, c'est la partie automate. Et donc, la couche 0, donc là, c'est tout ce qui est capteur, actionneur, donc le niveau 0. Donc après, aujourd'hui, les différentes capacités, donc j'ai vu tout à l'heure qu'Edwin sur sa slide, on avait l'OPCUA, donc pour la partie protocole industriel. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire tous les protocoles industriels
sur TCP/IP sans gateway. Donc, Modbus, DNP3, OPC-UA, pardon, S7com, donc protocole propriétaire de Siemens, UMAS, donc ça c'est du Modbus avec différents codes fonctions de Schneider et autres. Après, donc tout ce qui est sur la couche 2 et 3, donc la partie Historian et la partie supervision, HMI et EWS, donc les environnements de développement pour développer les différents projets qui vont être soumis, qui vont être transférés aux automates. Donc ça, on va pouvoir aussi les virtualiser. Et après, pour la partie L0, donc la partie vraiment process, donc là, on va utiliser différents logiciels, donc que ce soit MATLAB, LabVIEW ou autres, pour simuler le process industriel. Du coup, aujourd'hui, on a différents use cases avec la CyberRange, comme vous avez pu le comprendre. Donc, on peut faire pas mal de choses, voilà, tester des nouvelles architectures, tester des nouveaux équipements, donc des nouveaux automates ou des nouveaux firewalls physiques. On va pouvoir aussi faire de la gestion de crise ou des formations, mais surtout, aujourd'hui, c'est le honeypot. Et donc, le honeypot, c'est détecter le comportement des attaquants en mettant en place une infrastructure similaire à ce qu'un industriel a aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, avec un client, donc dans la pétrochimie, donc on a simulé un DCS. Donc, on va pouvoir, avec la CyberRange, faire du DCS, du SCADA ou des industriels dans le manufacturier. Donc, tout dépend de ce que l'on souhaite mettre. Mais aujourd'hui, du coup, c'était sur un DCS, donc avec des automates qui parlaient en OPC-UA. Donc là, les automates, on peut le voir peut-être, ils sont en bleu, en bas à gauche. Sinon, il y avait la chimie en violet et les attaquants en rouge. Donc aujourd'hui, pourquoi on a mis cet environnement 3D? C'était pour montrer quels seraient les effets d'une attaque. Sachant qu'aujourd'hui, sur ce projet de honeypot, on a d'autres moyens de montrer les effets. Donc par exemple, on peut le connecter au physique. Donc là, aujourd'hui, par exemple, la CyberRange, donc c'est bien, on est dans un environnement virtualisé, mais on peut le connecter à notre maquette. Donc là, en bas à droite, on voit notre maquette qui va permettre de récupérer les entrées-sorties, donc tout ce qui est capteur-actionneur. On va aussi pouvoir l'interconnecter à des automates. Si on ne les virtualise pas, donc on peut connecter en direct ces différents automates. Donc la CyberRange, en plus de pouvoir virtualiser ces différentes couches, va pouvoir s'interconnecter à des équipements physiques et surtout se connecter aussi à Internet pour pouvoir être attrayant pour les différents attaquants, pour qu'ils y voient justement une industrie critique qui est susceptible d'être attaquable. Donc, qui parle d'honeypot et d'attaquants, on parle aussi justement de comment ils vont faire et les différentes techniques qu'ils vont utiliser. Et c'est là tout le point. Donc, sur la CyberRange, on a évidemment des outils de supervision. Donc, on peut voir à gauche, sachant qu'après, on va pouvoir mettre en place aussi d'autres outils, donc du marché comme différents SIEM. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du Splunk, du Claroti, qu'importe quelle autre solution de supervision, sachant qu'après, on peut le mettre, comme le disait Edwin, sur un réseau séparé pour ne pas que l'attaquant le voie, ou sur le même réseau, donc peut-être pour forcer l'attaquant justement à changer son comportement et à changer ses techniques et voir comment il va réagir en présence d'une industrie critique qui a une architecture avec des défenses assez avancées. Donc voilà comment ce qu'on va pouvoir faire avec la CyberRange. Donc tout à l'heure, on parlait de la partie physique et connectée à la maquette Lego pour les entrées-sorties. Et donc là, on va voir avec Alexandre aussi différents moyens. Merci Ewin. Effectivement, je vais vous présenter quelles sont les interfaces de réalité mixte que l'on peut utiliser pour le contrôle des systèmes cyberphysiques. Donc, par définition même, les interfaces de réalité mixte sont adaptées au contrôle de ces systèmes,
car la définition de réalité mixte provient du continuum de la réalité mixte proposé par Paul Milgram et ses associés en 1995. En fonction des besoins, tâches et dispositifs disponibles, une interface de réalité mixte peut être au plus proche de l'environnement réel, comme une application de réalité augmentée qui ajoute de l'information numérique sur un système réel, ou au contraire être totalement virtuelle afin d'afficher les données abstraites du système. La figure de droite est un schéma de l'environnement virtuel collaboratif que nous allons développer afin de monitorer et de contrôler le honeypot cyberphysique. Il permettra à plusieurs utilisateurs de collaborer par le biais d'interfaces adaptées à leurs besoins et aux scénarios de surveillance et de contrôle du système. Il s'agit d'un des avantages majeurs des interfaces de réalité mixte, à savoir l'intégration et non le remplacement d'outils existants comme ceux présentés précédemment pour le contrôle du cyberrange. Donc il s'agit de tableaux de bord 2D et leur couplage au sein d'un même écosystème avec des environnements immersifs peut faciliter la compréhension du système. Par exemple, pour l'environnement virtuel collaboratif simulant une analyse d'alerte en cybersécurité que nous avions développé il y a 2 ans, nous avons proposé 2 interfaces, une sous forme de tableau de bord et une interface immersive déployée par exemple dans un cave. Ces interfaces permettaient à des utilisateurs jouant 2 rôles différents de résoudre collectivement des alertes de sécurité. La représentation des actions des utilisateurs au sein du même environnement a facilité l'échange entre utilisateurs et leur coordination. Un autre avantage de ces interfaces est de permettre à la fois une interaction et une visualisation colocalisée avec un système réel et une interaction distante avec un simulateur ou un environnement de surveillance découplé du système réel. Kaneko et ses associés, en 2020, ont présenté un système de visualisation de communication entre outils en réalité augmentée, présenté sur la figure de droite. Et la figure en bas représente un simulateur de la plateforme physique, le Fisher Technique, que nous sommes en train de développer et qui servira pour nos expérimentations. Ces 2 facettes sont complémentaires, et si elles sont effectuées au sein du même environnement ou écosystème, elles facilitent la maintenance et la modification de ce dernier. Les interfaces de réalité mixte ont bien évidemment des inconvénients, à savoir la difficulté technique du développement et les contraintes d'implémentation sont toujours actuelles, malgré l'amélioration des outils de développement et des dispositifs immersifs comme les moteurs de jeu et les nouveaux casques de réalité mixte. Une autre difficulté à prendre en compte est la nécessité d'adopter une approche centrée sur l'utilisateur, qui nécessite d'étudier les aspects facteurs humains de ces systèmes, afin de définir de meilleurs modèles et des règles d'ergonomie. Enfin, ces interfaces nécessitent plus de puissance de calcul, ce qui peut être une limitation dans certains contextes. Voilà pour ma présentation sur l'utilisation d'interfaces en réalité mixte pour le honeypot cyberphysique. Très bien, donc nous avons vu les différents aspects du honeypot et du testbed, ce que nous sommes en train de créer. Vous avez déjà vu que nous avons déjà fait beaucoup de choses sur ça. Et moi, je suis super ravi sur ce projet parce qu'il met vraiment ensemble différentes choses qu'on avait déjà fait. Et en intégrant tout ça ensemble, quelque chose de beaucoup plus grand est là. Et naturellement, pour faire un honeypot, il faut aussi avoir une connexion. Et à la gauche, comme vous le voyez ici, on va connecter ça à l'Internet. Et après, comme nous avons entendu, on peut faire un expériment et différentes expérimentations en même temps dans le système qu'on a là. Les attaquants, ils peuvent y aller et ils vont être sur les vraies usines miniaturisées chez nous, qui est super parce que comme ça, c'est un vrai système qui est là. Nous avons écouté que la CyberRange nous permet aussi de faire exactement la même chose dans le virtualisé. Ça veut dire que nous pouvons faire une expérimentation qui est scaling. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire les grandes expérimentations dedans. Après, on va faire une collection de données avec le monitoring. Et avec les interfaces que nous avons vraiment la possibilité de voir ce qui se passe dans le temps réel. Ça va vraiment nous aider et permettre de trouver les choses qu'on ne peut pas encore trouver aujourd'hui. Et je suis très ravi de faire ça. Comme dit au commencement, ce que nous intéresse, c'est de regarder, d'observer ce que font les attaquants dans notre infrastructure. Et avec l'information que nous avons de ça, nous espérons de faire même mieux pour la security by design, de détecter ce que font les attaquants pour, par exemple, aussi, peut-être, si nous sommes heureux, de détecter un zero-day attack ou chose comme ça, et aussi pour tester nos algorithmes que nous développons à la chaire avec nos partenaires
parce que nous avons une infrastructure, nous pouvons vraiment faire le test et c'est quelque chose d'unique où je suis très ravi d'avoir ça prochaine année. Si nous réussissons, le système n'est pas encore dans la zone rouge, mais protégé contre les attaquants et nous pouvons utiliser toutes les infrastructures critiques que nous avons dedans. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes là maintenant pour les questions et si vous voyez le vidéo plus tard et vous avez des questions, vous voulez bien travailler ensemble avec nous sur ce projet-là, contactez-nous sur hello@cybercni.fr. Merci. Merci Marc-Olivier, Alexandre, Edwin et Win. Alors voici les premières questions qui reviennent de la salle. Alors, quel est l'avancement du projet par rapport à ses finalités? Entraînement, formation, immersion en environnement réel? Merci beaucoup pour cette question. Donc, les buts du projet, ce sont premièrement faire l'expérimentation, donc tester les algorithmes de nous et aussi des autres chercheurs et de l'industrie. Deuxième but pour nous, c'est naturellement examiner les vraies attaques dans ce beau labo d'expérimentation. Et le troisième but, c'est naturellement aussi l'enseignement, ce qui est aussi quelque chose de super important avec la région Bretagne, avec que nous travaillons super proche. Et à la fin, nous aurions 3 parties de la plateforme. Une partie dans l'espace démo au département SRCD à Rennes, où je vous invite bien de venir et le voir. La deuxième sera dans la zone, dans le nouveau bâtiment sensible, c'est nous. Et la troisième sera dans la zone ressources restringées pour les expérimentations sur sécurité critique comme des données de nos industriels. Concernant l'avancement, on a installé et utilisé tous les parties séparément pour le moment. Mais le challenge pour le moment, c'est d'intégrer tout et ajouter des fonctionnalités pour gérer le système dans une manière qui permet, premièrement, de faire l'expérimentation reproductible et deuxième, pour la reconfiguration dynamique pour mener plusieurs expériments en parallèle dans le temps et dans l'espace. Alors, question. Comment est défini le trafic d'attaque? Est-ce à base de datasets particuliers ou par l'action d'une red team? Très bonne question aussi. Donc, dans la recherche, naturellement, on prend de temps en temps aussi naturellement la position d'un red team et comme ça, nous sommes notre red team sur ça. Mais en même temps, nous allons faire beaucoup de replay des données qui existent déjà. Donc, ils sont acquis par notre partenaire à la chaire ou ils viennent des autres chercheurs. Donc, ça, c'est une source en plus des données des attaques. En plus de ça, naturellement, avec un honeypot, on veut attraper les attaquants. Et comme nous avons la situation d'avoir des vraies usines miniaturisées, je pense qu'on a des bonnes chances de les attraper. Et ça va donner l'option ou la possibilité de regarder vraiment les données dans temps réel, ce qui se passe dedans. Et je suis vraiment ravi de trouver ça, comme on a dit dans la présentation. Aussi important pour moi, c'est qu'on veut ouvrir la plateforme pour des autres chercheurs, une partie de la plateforme. Et ça va aussi permettre de faire beaucoup de collaborations, ce qui est aussi quelque chose de très intéressant. Et j'attends que cette nouvelle infrastructure nous permettra de mener des expériments uniques, parce qu'on n'a pas la chance pour le moment de faire ça. Et la partie visualisation qu'on a vue à la fin, ça nous donne une possibilité des aperçus uniques, parce que Alex va dire quelque chose sur ça plus tard, je pense aussi. Ça donne vraiment un nouveau accès sur ce qui se passe dedans. Et la partie Cyber Range, ça nous permet de vraiment faire le scaling. Comme ça, on peut instancier des settings qui sont très grands et très intéressants. Et ça sera super. Donc, de grandes opportunités de recherche sont à venir. Mais je pense que Evin, il a quelque chose à ajouter de la côté Cyber Range. Quelles sont les possibilités et qu'est-ce qu'on peut faire là concernant des données? Donc, Evin. Oui, merci. Du coup, oui, sur la Cyber Range, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, déjà, on peut générer du trafic
On a la possibilité de générer du trafic. Vous pouvez rajouter des générateurs de trafic. Après, pour la partie action, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des actions. Donc, grâce à la CyberRange, du coup, ça va envoyer directement des actions auprès des différentes VM ou des conteneurs. Donc, ça c'est écrit sous format JSON et après, c'est envoyé, j'avais envie de dire, avec différents, sous forme, grâce à des API ou en SSH ou grâce à des agents comme VMTools. Du coup, ça va permettre d'exécuter les différentes actions dans les VM ou dans les conteneurs. Après, il n'y a plus qu'à faire travailler son imagination. Mais en tout cas, la CyberRange va pouvoir permettre de faire ça. Et Alex, tu as aussi eu quelque chose à ajouter comme pour génération des données d'attaque? Moi, c'était ce que a rappelé Win et a dit Win, c'est que justement, il existe des frameworks qui sont donc instanciables pour pouvoir générer soit des données, soit des scénarios d'attaque totalement utilisables par une CyberRange et par la plateforme cyberphysique. Ouais, comme Red Canary ou d'autres solutions qu'on peut trouver pas mal sur GitHub ou sur Internet. Du coup, on va pouvoir mettre ces solutions dans la CyberRange, les virtualiser et effectuer ces différentes actions planifiées. D'autres questions, c'est peut-être pour Alexandre, enfin, ça s'adresse peut-être plus à Alexandre. Cela a-t-il du sens d'envisager la réalité mixte pour le comportement des attaquants? Tel que je comprends la question, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est soit les conséquences d'une attaque qu'on peut visualiser de manière plus immersive en réalité mixte. Donc pouvoir justement retracer les logs d'attaque ou pouvoir proposer des scénarios et voir les actions vraiment sur l'aspect physique de la plateforme. Donc ce qu'il est compliqué de faire dans une plateforme réelle cyberphysique, on peut plus facilement le faire en réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc ça, c'est mon premier aspect, visualiser les conséquences et donc du comportement des attaquants. Et pour le comportement causal de l'attaquant, donc savoir si je comprends bien la question, attaquer la plateforme en réalité mixte, donc à l'aide de différentes interfaces. C'est envisageable, mais pour l'instant, c'est des pistes qui ne sont pas beaucoup explorées, je pense, dans un aspect académique de la recherche. On voit ça dans certains jeux vidéo ou jeux sérieux, justement, où on a des interfaces plus naturelles pour lancer des attaques sur un système. Donc les deux sont envisageables, mais je pense plus que la visualisation de conséquences est la piste qui sera le plus suivie actuellement. Et peut-être je peux ajouter quelque chose. Donc, les systèmes dont on parle maintenant sont les systèmes dans l'ambiance. Donc, c'est quelque chose qui se passe autour de nous, mais nous ne pouvons pas le voir parce que nous n'avons pas de perception à voir l'électron qui font quelque chose ou qu'est-ce qui se passe, avec quoi est-ce que le téléphone parle, etc. Et pour ça, une chose qui est importante avec cette réalité mixte, c'est ce qu'on peut mettre, par exemple, les casques ou comme les jeux, comme les Pokémon, comme vous le connaissez. On peut juste mettre la caméra et voir quelque chose augmenter sur l'écran, ce qui nous montre des informations que nous ne pouvons pas percevoir pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre les attaques? Donc, on peut faire quelque chose d'automatique. Donc, on peut utiliser IA et choses comme ça. Mais l'IA peut juste faire ce qu'on a programmé ou ce que l'IA a appris avant. L'humain peut faire beaucoup plus de choses parce que l'humain, c'est beaucoup le contexte, des choses comme ça, mais le problème d'humain est ce que l'humain n'a pas accès sur les données parce qu'on n'a pas la connexion aux données et comme ça, il faut quelque chose pour visualiser. Et ce que nous voulions bien faire avec la visualisation, c'est ce que dans temps réel, on peut mettre des données en plus sur la plateforme. Donc, j'imagine vraiment qu'on voit la plateforme physique, on met les casques et après, on voit les pop-up ou on voit les flux de données, des choses comme ça. Et j'ai vraiment l'espoir que ça va nous permettre de trouver les nouveaux insights qu'on ne trouve pas sans avoir cette visualisation. Et c'est pourquoi, pour moi, la visualisation, c'est une partie super intégrale de ce testbed-là. Et pour donner un exemple, on fait par exemple pour un étudiant avec Alexandre quelque chose pour le moment avec une visualisation Helix des données où on peut tourner les choses, mettre des radius pour trouver les périodicités et choses comme ça. Pour la deuxième partie, pour les attaques contre la réalité mixte, ça c'est quelque chose qui va venir et pour ça je suis aussi heureux qu'on aura déjà avoir la possibilité de faire les tests là et avoir les attaques dedans.
Mais pour le moment, je ne vois pas que ça s'est déployé super beaucoup. Et comme ça, ce n'est pas super attractif pour les attaquants parce qu'on n'a pas super beaucoup d'installations. Et comme ça, les attaquants vont mieux faire ou plus probablement faire quelque chose contre les autres systèmes. Mais c'est aussi quelque chose de très intéressant naturellement. Très bien, bien. Merci Marc-Oliver, Alexandre et Win et tous les autres orateurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui, mais contributeurs de cette présentation.